Arrêtez tout. Ce que vous allez entendre maintenant pourrait décider du reste de votre vie. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce qu'il existe des règles cachées que personne ne vous explique, mais qui décident de qui réussit et de qui disparaît dans l'oubli. Si vous restez, vous comprendrez comment certains passent de l'ombre à la légende. Et si vous partez, vous ne saurez jamais pourquoi votre vie stagne. Alors, asseyez-vous, ouvrez les yeux et écoutez. Bon, on sort de l'école, on a le diplôme, et on se dit « ouf, le plus dur est fait ». Mais en réalité, c'est souvent là que ça commence vraiment, non? L'apprentissage le plus profond, peut-être. C'est exactement ça. C'est une sorte de deuxième parcours, beaucoup moins balisé, mais tellement essentiel. On pourrait dire que c'est là qu'on se forge réellement. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu cette phase, comprendre comment ça marche, cet apprentissage idéal après les études formelles. Oui, l'idée c'est de voir comment cette période, souvent un peu négligée, transforme notre esprit, nous fait acquérir des compétences vraiment fondamentales et nous mène vers une forme de maîtrise. Maîtrise. Pas juste technique, j'imagine. Non, pas seulement. C'est une métamorphose plus profonde, intérieure. On pense moins aux gains immédiats, genre l'argent, le statut. C'est plus subtil. On s'inspire beaucoup des parcours de personnages historiques pour comprendre ça. Ah oui. Et comme qui, par exemple? Un exemple assez incroyable, c'est Charles Darwin. Darwin, le père de la théorie de l'évolution. Pourtant, au départ, c'était pas gagné pour lui, scolairement parlant. Ah non, pas du tout. Il avait des difficultés. Son père le poussait vers la médecine, puis la théologie, sans grand succès. Il était un peu perdu, hein. Et qu'est-ce qui a déclenché le changement? Le voyage sur le Beagle. 5 ans en mer. Ça a été absolument déterminant. Au début, c'était l'enfer pour lui, hein. Le mal de mer constant, l'isolement. Difficile à imaginer comme point de départ pour une révolution scientifique. Carrément. Mais il a surmonté ça. Et il s'est mis à observer, d'abord, la vie à bord. Les marins, l'organisation, les dynamiques sociales. Une sorte d'étude anthropologique improvisée, quoi. Intéressant. Il ne s'est pas tout de suite jeté sur les cailloux et les bestioles? Non, et c'est ça qui est clé. Puis, progressivement, son attention s'est tournée vers la nature, mais avec une intensité, une acuité complètement nouvelle. Il collectait, notait, dessinait. Et c'est là qu'il a commencé à voir des choses que d'autres ne voyaient pas. Exactement. Les fossiles de mammifères géants en Patagonie qui ressemblaient étrangement aux espèces actuelles, mais en version XXL. Et puis bien sûr, les fameux pinsons des Galapagos, avec leurs becs si différents d'une île à l'autre. Les prémices de sa grande idée? Tout à fait. Ce voyage, c'était pas juste une collecte de données. C'était une transformation de sa manière de voir le monde, de penser. Son père, paraît-il, a été stupéfait du changement en le voyant revenir. Il a dit quelque chose comme « mais ce n'est plus le même homme ». Une vraie métamorphose. C'est fascinant. Et ça nous amène peut-être aux étapes de cet apprentissage idéal, non? Si on devait découper ça. La première étape, ce serait donc cette observation attentive, un peu comme Darwin au début. Un mode passif. C'est une bonne façon de le voir, oui. Mode passif, mais actif intérieurement. L'idée, c'est d'entrer dans un nouvel environnement, un nouveau travail, un nouveau domaine d'études, peu importe. Et de d'abord absorber. Absorber quoi exactement? Les règles. Les règles écrites, bien sûr, mais surtout les non dites. La culture du lieu, les dynamiques de pouvoir, qui fait quoi, comment les choses fonctionnent vraiment, sans chercher à impressionner tout de suite, sans juger trop vite. Un peu comme un anthropologue qui débarque dans une tribu inconnue. C'est tout à fait ça. Observer pour comprendre, pas pour imposer sa marque immédiatement. Darwin qui regarde les gauchos en Argentine ou la micro-société du Beagle, c'est cette posture-là. Et l'avantage, c'est quoi? On perd pas son temps un peu. On nous dit toujours d'être proactif, de montrer ce qu'on vaut. C'est le piège. L'avantage, c'est d'abord d'éviter les erreurs bêtes, les faux pas culturels ou stratégiques. Et surtout, ça développe une compétence fondamentale, la capacité d'observation fine, la concentration profonde, des qualités qui sont de plus en plus précieuses aujourd'hui. D'accord. Donc, on observe, on écoute, on décode. Et après? On reste pas passif éternellement, j'imagine? Non, bien sûr. Vient la deuxième étape, l'acquisition des connaissances et des compétences. Là, on passe en mode pratique. C'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. Exactement. Et là, le maître mot, c'est la répétition, la pratique intensive. C'est souvent la partie la moins glamour, parfois même carrément fastidieuse. On pense aux apprentis du Moyen-Âge qui passaient des années à faire les mêmes gestes ou à la règle des 10 000 heures.
C'est un peu cette idée, répéter, 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 jusqu'à ce que la compétence devienne une seconde nature. Ce qu'on appelle le savoir tacite. C'est cette connaissance qu'on a dans les doigts, dans le corps, qu'on ne peut pas toujours expliquer avec des mots, mais qui est là. Et ça change des choses dans le cerveau, ça, non? Intensive crée des connexions neuronales, ça automatise les processus, ça libère en quelque sorte le cortex préfrontal, notre centre de décision conscient, qui peut alors se concentrer sur des aspects plus complexes, plus stratégiques. Donc la répétition, c'est pas juste pour faire joli, ça nous rend plus intelligents en quelque sorte. Ça nous rend plus capables. Ça demande une énorme concentration, de la discipline et aussi, De l'autocritique. il faut être capable d'analyser ses erreurs, de corriger, de s'améliorer constamment. Pas toujours facile ça, l'autocritique. Non, mais c'est indispensable. Le plaisir, dans cette phase, il ne vient pas de la facilité. Il vient du défi qu'on relève, de la difficulté qu'on surmonte. Pensez à Bill Bradley, le basketteur, qui s'entraînait des heures et des heures, même quand personne ne regardait. Ou John Keats, le poète, qui s'est forcé à écrire un long poème, Endymion, juste pour maîtriser la technique, même s'il savait que ce ne serait pas son chef-d'œuvre. D'accord. Observation, puis acquisition par la pratique intense. Quelle est la troisième étape pour boucler la boucle? La troisième étape, c'est l'expérimentation. Le mode actif. C'est-à-dire ? Se jeter à l'eau? Oui, c'est le moment d'oser utiliser les compétences qu'on a acquises, de prendre des initiatives, de sortir de sa zone de confort, de prendre des responsabilités. C'est aussi le moment où on se confronte vraiment au réel, et donc à la critique. Ah, la critique. Pas toujours agréable. Non, mais c'est un retour d'information essentiel. Ça permet de mesurer ses progrès réels, de voir où sont les lacunes, ce qu'il faut encore travailler. Le plus grand obstacle ici, c'est souvent la peur de l'échec. La peur de se planter, oui. Ça peut paralyser. Complètement. Il faut arriver à la dépasser, voir l'échec non pas comme une fin en soi, mais comme une information, une étape nécessaire pour apprendre. Et cette phase d'expérimentation, c'est aussi savoir quand il est temps de passer à autre chose. Comment ça? Quand on sent qu'on commence à maîtriser quelque chose, qu'on ne progresse plus autant, qu'on tombe dans une routine confortable. C'est peut-être le signe qu'il faut chercher un nouveau défi, un nouveau domaine à explorer pour continuer ce cycle d'apprentissage. Ne pas s'endormir sur ses lauriers, quoi. C'est un processus continu, en fait. Ça ne s'arrête jamais vraiment. Idéalement, oui. C'est un état d'esprit. Et pour naviguer tout ça, il y a des stratégies, des principes à suivre. J'ai l'impression qu'un truc qui revient, c'est de choisir l'apprentissage avant le salaire, au début du mois. C'est une stratégie très puissante, oui. Benjamin Franklin qui choisit de travailler dans une imprimerie non pas pour l'argent, mais parce qu'il voulait maîtriser l'art d'écrire et d'argumenter. Ou Einstein. Einstein. Exactement. Au bureau des brevets. Exactement. Un poste modeste, mais qui lui laissait du temps libre pour réfléchir, pour développer ses théories révolutionnaires. Il a privilégié un environnement propice à la pensée plutôt qu'un poste prestigieux mais chronophage. C'est un calcul à long terme, en fait. Tout à fait. Une autre clé, c'est l'humilité. Savoir dépasser son sentiment de supériorité, même quand on a déjà des connaissances. Daniel Everett, ce linguiste qui est parti étudier la langue Pirara en Amazonie. Ah oui, cette langue incroyable sans chiffres ni couleurs définies. Et voilà. Il est arrivé avec ses certitudes de linguiste occidental et il a dû tout désapprendre, ravaler son orgueil pour commencer à comprendre cette vision du monde radicalement différente. Il a dû redevenir un apprenti. Ça demande de faire confiance au processus aussi, non? Même quand c'est frustrant, quand on a l'impression de stagner. Absolument. César Rodriguez, qui rêvait de devenir pilote de chasse, a connu des moments de doute terribles pendant sa formation. Mais il s'est accroché, il a fait confiance aux méthodes, à l'entraînement. La persévérance face à la frustration, c'est crucial. Et apprendre de ses échecs, on en parlait. Henry Ford est un bon exemple, là aussi. Un excellent exemple. Ses 2 premières entreprises automobiles ont été des échecs retentissants, catastrophiques même. Ah bon? On retient surtout la Ford T et le succès. Oui, mais ce succès s'est construit sur ses échecs. Il a analysé pourquoi ça n'avait pas marché, il a ajusté son approche, sa vision du produit, du marché. L'échec a été son meilleur professeur. Il y a aussi cette idée de combiner différentes compétences, non? Pas juste être un pur technicien ou un pur créatif. Oui, c'est fondamental pour atteindre une vraie maîtrise. Allier le comment, la technique, l'ingénierie, le savoir-faire, et le quoi, la vision, l'esthétique, le sens. Santiago Calatrava, l'architecte et ingénieur. C'est Pont Ségard, incroyable. Voilà, il a cette double casquette. Il maîtrise la physique, les matériaux, mais il a aussi une vision esthétique très forte. C'est la fusion des deux qui donne cette puissance à ses œuvres. Tout ça est passionnant, mais est-ce que cette approche, cet apprentissage profond, patient, exigeant, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui?
à l'heure d'Internet, de l'IA, de l'info rapide, de la distraction permanente? C'est une excellente question, et ma réponse est plus que jamais. Ah oui? Pourquoi? Parce que le monde devient de plus en plus complexe. Les problèmes qu'on doit résoudre sont interconnectés, multidimensionnels. Ça demande justement des compétences solides, profondes, et surtout cette fameuse capacité à apprendre, à combiner des savoirs différents de manière créative. Donc l'apprentissage superficiel, le juste assez pour s'en sortir, ça ne suffit plus. De moins en moins. C'est qu'apprentissage en profondeur, qui demande du temps et de la concentration, c'est aussi le meilleur antidote à la culture de la distraction. Il permet de développer la pensée critique, la capacité d'analyse, des choses que l'IA ne remplacera pas de sitôt. On risque de voir un fossé se creuser alors, entre ceux qui cultivent cette maîtrise et les autres. C'est déjà en train de se passer, je crois. Le fossé se creuse entre ceux qui sont capables de naviguer la complexité, de créer de la valeur réelle, et ceux qui restent à la surface. Et un point important, il ne faut surtout pas dévaloriser le savoir pratique, le savoir manuel ou technique. Pourquoi? Parce que ce type d'apprentissage, qui passe par le geste, par la matière, structure la pensée d'une manière incroyablement puissante. L'intelligence de la main, c'est quelque chose de très réel et de très formateur. Donc, en résumé, si on veut bien saisir l'idée centrale, cet apprentissage dont on parle, c'est bien plus qu'un cumuler des diplômes ou décrocher un poste. C'est une transformation de soi, lente, exigeante, mais fondamentale. C'est tout à fait ça. Une véritable refonte intérieure qui se poursuit tout au long de la vie, bien après la fin des études formelles. C'est un cheminement. Un cheminement vers la maîtrise de son domaine, mais aussi de soi-même, peut-être. Exactement. Et ça m'amène à une dernière pensée, une sorte de question à laisser infuser. Et si on abordait chaque nouvelle compétence à acquérir, chaque nouveau rôle, chaque nouveau défi, non pas comme une simple tâche à cocher sur une liste, Oui, mais comme une opportunité de se sculpter soi-même. un peu comme un artisan qui peaufine son œuvre, jour après jour, geste après geste. Quelle différence ça ferait sur notre parcours, sur qui on devient, à long terme? C'est une belle image, l'artisan de soi-même. Ça fait écho à ce que disait Léonard de Vinci, me semble. Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. Maintenant, vous savez. Vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». Ce que vous faites dans les prochaines 24 heures décidera si cette vidéo a changé votre vie ou si elle n'a été qu'un bruit de fond. Abonnez-vous, activez la cloche, parce que la prochaine vidéo ne vous divertira pas, elle vous transformera. Et croyez-moi, manquer ça serait la plus grosse erreur de votre année. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour ton attention. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker et de partager à tes proches. Hey! Abonne-toi pour activer ta puissance si c'est Autic Mindset.